Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la Rafshal Info si vous ne le connaissez pas. Donc c'est un journal télé, un journal TV avec toutes les actualités films et séries. Soyez le bienvenu, n'hésitez pas à suivre justement mon Twitch où c'est tous les mercredis soirs à 20h. Et si vous voulez revoir aussi toutes les rediffusions sont automatiquement sur YouTube le lendemain. Voilà. Il y aura un invité que vous connaissez tout ce soir. Et je vais vous dire le sommaire du jour. James Gunn a parlé un peu du DCU. Nouvelles informations pour Daredevil Born Again. Premier synopsis pour la nouvelle série de Marvel Television, Daredevil Born Again. Oh, c'est la même chose, excusez-moi. Programme chargé pour Tom Holland. Après avoir quitté la série The Witcher et fait une petite apparition dans Deadpool et Wolverine, Henry Cavill tiendra le premier rôle dans une adaptation d'une série animée emblématique. Patrick Bateman va prochainement faire son grand retour dans une nouvelle adaptation du roman de Bret Easton Ellis. Après le succès de Praise, film sorti directement en streaming sur Disney+, le nouveau Predator débarquera sur grand écran avec, dans le premier rôle, Ellie Fanning. L'univers Game of Thrones continue de s'étendre avec un troisième spin-off qu'on devrait pouvoir enfin découvrir dès l'année prochaine. Les deux superstars du cinéma d'action Arnold Schwarzenegger et Keanu Reeves figureront prochainement au générique d'une série Prime Video au concept particulièrement original. Et à l'occasion d'un panel organisé au Comic Con de New York, la franchise Star Trek a dévoilé ses nombreux projets, incluant la date de diffusion du téléfilm Section 31 avec Michelle Yeoh. Alors, et ne vous inquiétez pas, donc ça arrive tout de suite. Et nous allons commencer, c'est parti. La présence de James Gunn à la New York Comic Con pour le panel dédié à Creature Commando lui aura donné l'occasion de nous parler un peu des divers projets du DCU. Déjà pour la série HBO Lanterns, il a expliqué qu'Aaron Pierre, qui incarnera Jon Stewart, est un acteur avec qui il voulait travailler depuis longtemps et qu'il a même failli être Adam Warlock dans le troisième Gardien des Galaxies. Il a aussi réitéré le fait que la série sera terre à terre, excusez-moi, même si c'est assez étrange à dire pour une série Green Lantern. Mais ce sera quelque chose de jamais vu, selon lui. Quant à Superman, le réalisateur a confié que le trailer arrivera bientôt, mais pas trop tôt. Il a aussi mis l'emphase sur le talent de Corin Suit et de Brosnahan, donc à savoir Clark Kent et Lois Lane. Quant à Supergirl, il a révélé que le tournage allait débuter en janvier en Angleterre, mais aussi qu'il avait vu les auditions pour Ruti, le second personnage principal de Supergirl Woman of Tomorrow. Ce qui veut dire que nous devrions avoir très vite un nom pour l'actrice qui incarnera le personnage. Enfin, Gunn a réitéré le fait que chaque projet qui sortira du DC Studio sera différent. Ils feront bien partie d'un même univers connecté. Il n'aura pas un ton ou une esthétique d'imposer à ces différents projets. Ensuite, il a réexpliqué à la question du canon entre le DCU, anciennement le DC Extended Universe, et maintenant avec son DC Universe. Il faudra partir du principe que les éléments du DCU seront rendus canon dans le DCU seulement s'ils sont référencés. Alors, concernant cette première news, avant de laisser interagir mon invité, avant de le laisser la parole, je vous avoue qu'en tout cas, bon, la plupart, je pense que vous les avez déjà vus. Et nous en avions déjà aussi parlé dans des précédentes émissions avec mon invité. Et je vous avoue que, au final, d'un côté, je suis un peu déçu parce que je me dis, toutes ces informations que je vous ai révélées,
c'est à part celle de Supergirl, hein, bien évidemment. Le reste, on en avait déjà discuté et puis c'était lui aussi qui avait fait déjà ces informations. C'est vrai que quand on va à un panel, je pense les fans, en principe, ils attendent d'avoir des nouveautés, etc. Là, en fait, il a juste redit ce qui était déjà apparu sur les réseaux. Euh, pour Superman, alors, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce projet. Alors, c'est vrai que il me semble que mon invité non plus, tout comme moi, enfin, avec toutes les informations que nous avons reçues, voilà. Ce que nous attendons effectivement, comme je pense la plupart d'entre vous également, c'est le fait d'avoir une prochaine bande-annonce, ou même un teaser, voilà, de pas 30 secondes, je dirais une minute 20, quelque chose comme ça, pour avoir des premières images, voilà, de Superman, etc. Et sinon, Lanterns, ben, il faudra voir ce que ça donnera. Mais après, c'est vrai que, bon, ça va gentiment, c'est bien. Après, moi, ce que j'attends, en tout cas, moi, quand c'est un univers, c'est pas trop en dévoiler, vous savez, même si je sais qu'il y a pas mal de projets en cours, il faut laisser aller les choses, parce que comme j'avais discuté avec certaines personnes aussi, quand on lance un univers, il faut y aller petit à petit. Si on prévoit déjà tout d'un coup et puis que ça risque de se casser la gueule au bout de, je sais pas, admettons, un voire deux films, ben, l'univers est légèrement en sursis. Et je ne le souhaite absolument pas pour James Gunn, bien au contraire. Hein. Certaines personnes se disent oui, mais il aime pas. Alors, je ne peux ne pas aimer le personnage, mais je ne le souhaite pas pour autant qu'il échoue. Et je pense que mon invité est d'accord avec cela. Euh, Après, à voir ce que ça peut donner, même si ça va pas dans le bon sens. J'espère en tout cas que cet univers va quand même fonctionner. Et je vais laisser tout de suite la parole à la personne que vous connaissez, à savoir Cyborgien. Salut à toi et je te laisse la parole. Ouais, bah, pour moi, le Comic Con de New York, là, actuellement, c'était l'occasion de consolider, de lancer la promo une bonne fois pour toutes. Alors, par contre, je crois pas que tu aies parlé de la bévue qu'il y a eu au niveau qui est indépendant de la volonté de James Gunn, qu'on soit bien clair, c'est pas à cause de lui, c'est à cause d'une certaine chaîne télé en France qui a contribué à faire le buzz sur Superman. Je parle de France 2, puis voilà. Voilà. Et voilà, c'est France 2 qui a. Je te laisse présenter le truc plus en détail, peut-être. Oui, je peux, bien évidemment. Ouais. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est d'ailleurs ce week-end, hein, puisque c'était le week-end. Il y a eu sur France 2, alors je sais plus après sur quelle émission exactement, mais j'avais vu passer l'info aussi, bah, sur YouTube ça fait le buzz tout simplement, parce qu'en fait ils ont diffusé bah voilà, les chaînes télé, France 2 a diffusé un trailer fan-made. Enfin, voilà, si vous connaissez pas forcément le terme, un trailer fan-made, c'est pas une vraie bande-annonce, c'est une personne comme vous et moi qui fait du montage en fait, et puis qui présente aussi, mais soit avec des images que nous connaissons, remontées, ou alors tout simplement des images faites maintenant, ben, vous connaissez avec l'intelligence artificielle, où on peut faire tout et n'importe quoi. Enfin, ça, c'est très connu maintenant. Et ils ont diffusé ce genre de trailer et puis ils ont dit que c'était une officielle, etc. Donc, ça va été... j'avoue que ça m'a choqué. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, car beaucoup ils se sont dit, mais la part de professionnels, je vous avoue que ce n'est pas professionnel du tout, c'est même honteux. J'ai entendu des... Alors, ça n'a pas été jusqu'à des grosses insultes, mais en tout cas, c'était honteux de la part des professionnels. Voilà, comme voilà, tu diffuses quelque chose à la télé, etc. De diffuser ce genre de fausse bande-annonce. Voilà. Voilà. Pour moi, je voulais dire, c'est que donc pour James Gunn, c'est l'occasion de lancer la promo pour de bon de son DC Universe. Je sais plus comment ça s'appelle. Et mine de rien, ce buzz autour du fan-made
utilisé par France 2, ça prouve qu'il y a une attente, l'air de rien. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est sorti de l'abus d'Internet. Il y a une attente en fait qui n'est pas, peut-être que les fans de Snyder n'attendent pas le film parce qu'ils prennent ça comme une trahison, le fait qu'ils aient relancé le truc, mais de la part du grand public, il y a une attente. Oui, mais c'est assez, comment dire, malmené de mettre une bonne annonce comme ça, j'avoue. Ça c'est malmené, ça c'est maladroit, mais maladroit, ouais. Ça c'est parti d'une bonne intention, je pense. Je crois que à la base, c'était fait pour illustrer un reportage par rapport au documentaire sur Christopher Reeves. Il me semble que c'était à la base, c'était pour ça. C'était un reportage sur Christopher Reeves. Je crois que c'est un reportage sur ça. Et pour clôturer le truc, il voulait amener en fait de nouvelles images du prochain film de James Gunn. Le problème étant qu'ils n'ont pas de visuel disponible à disposition. Donc ils ont dû faire ils ont dû faire recherche Google, trailer Superman, tomber sur ça. Mais, alors, toi, ça te choque peut-être, mais pour moi, c'était comme ce genre de truc, c'est comme, je me rappelle de quelques trucs qui se sont passés, ils ont quelques boulets, à ce niveau-là, de mépris de la culture populaire. Ça m'a fait rappeler, alors, c'est sur Télématin, il y a un chroniqueur télé qui, pour parler des MMORPG, je sais pas si tu te rappelles, il a parlé des mots Borg. Ça vient de cette chaîne-là. Ouais. C'était il y a 15 ans. Et sinon, en 2012, au moment d'Avenger numéro 1, une autre chroniqueuse dans la même émission Télématin, pour être plus précis, a parlé d'Avenger 1 en disant que c'était un film, l'événement de Marvel, et il y aura tous les super-héros Marvel, il y aura Shrek aussi, je ne déconne pas, elle a parlé de Shrek dans Avenger numéro 1, ça vient de France 2. Et ces types-là sont des journalistes professionnels. Ouais. Donc, à la limite, moi, ça m'a pas rappelé ça. Je me disais, bon, ils ont pas changé les méthodes, c'est toujours des. Excusez-moi du terme, c'est toujours le guignol, les mecs qui sont payés pour ça. Ah, t'as le droit, c'est un beau terme. C'est un beau terme que tu utilises. Tu prendrais n'importe quel YouTuber à ce niveau-là, même Durandal, le mec ne fait pas cette bourde-là. Voilà. Alors que là, ce sont des mecs qui sont payés, qui ont leur carte de presse, à une époque, quand il n'y avait pas Internet, c'était eux qui faisaient la figure d'autorité du journalisme. Oui. Là, maintenant, tu prends YouTube, j'en connais plusieurs, donc Fossoyeur de film, par exemple, pour ne citer que lui, qui ont plus d'autorité, ont plus de crédibilité. Je pense aussi à Inter the Cut, par exemple. Je suis pas d'accord avec eux par moment, mais il n'empêche que ils ont déployé une culture qui prouve qu'ils sont nettement plus crédibles quand ils parlent de culture populaire. Oui. Alors que Télématin, voilà quoi. Ouais, parce qu'on voit qu'ils maîtrisent ce sujet. Contrairement à... Voilà. Maintenant, le problème, c'est qu'on risque de dire que ce sont des petits journalistes alors qu'ils sont censés être professionnels. Mais voilà, et c'est bien dommage. C'est dommage que ça soit une bourde. Mais si c'était justement pour parler de Christopher Reeve, par exemple, pour ramener au documentaire, puisqu'il y a eu quelques images aussi du documentaire de Christopher Reeve, eh bien, en fait... Ce qu'ils auraient dû faire, c'est, même si vous voulez parler de... Ils pouvaient déjà montrer les quelques images officielles qui existent déjà. Et surtout, le fait de parler, de dire qu'il y a aussi le documentaire. Et ça, je vous invite, parce que vous savez maintenant, même ce qui se passe à la télé, vous n'avez aucune excuse. Si vous avez une box, vous pouvez bien aussi regarder la télé sur l'ordinateur. Et donc... les chaînes sont accessibles, en tout cas, si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. C'est-à-dire que sur TCM Cinéma, vendredi à 20h50 aura lieu le documentaire Christopher Reeve, le Superman éternel. Et là, par contre, j'ai vu que ça faisait plus parler les personnes, contrairement même au documentaire qui était au cinéma. Et comme vous le savez, pas dans tous les cinémas, malheureusement. Mais voilà, où c'est aussi une attente. Mais cette fois-ci, j'ai vu une attente supplémentaire pour ce documentaire qui sera vendredi 20h50 sur TCM Cinéma. Alors, je ne sais pas si toi, tu as eu l'info également, mon cher Cyborgien. Non, je n'ai pas eu. Le documentaire dont tu parles, chez moi, en une semaine, il est diffusé sur une séance. Ok. Dans un cinéma, pour dire que là, il n'est pas accessible. Vraiment, faut chercher. Vraiment, faut chercher. Il faut le vouloir de voir ce documentaire-là. Qui vaut le coup, si j'ai bien compris. Parce que même les détracteurs de ce qui se passe chez Warner en ce moment, même les détracteurs en disent le plus grand bien.
Ouais. Alors que pourtant, ils ont des super réserves, quoi. Ils sont pas friands et pourtant ils disent celui-là, il vaut le coup. Oui. Donc ça encourage n'importe qui donne du coin, quoi. Et le nouveau documentaire qui sortira vendredi, toi, ça t'intéresse? Ouais, il y a plusieurs facettes qui me dérangent peut-être, parce que le côté vie privée du mec, à la limite, ça me dérange un petit peu. J'aime bien avoir gardé en mémoire le souvenir de Reeves, le mec qui incarnait Superman, donc Ouais. le super-héros l'alpha, quoi. Ouais. Et le savoir ce qui s'est passé dans sa vie privée, parce qu'il paraît il y a quelques trucs qui dérangent, à la limite, je me dis, je préfère que ça, c'est à la limite, c'est pas mon, c'est pas, je dirais pas, c'est pas mon problème, mais c'est à la limite si ça sert le propos du, le pourquoi du, il est devenu une icône Oui. plus tard, à la limite ça peut le faire. Mais savoir par exemple qu'il a eu plusieurs aventures avant d'épouser, avant de fonder sa famille, ça m'intéresse pas du tout. Alors, Les c'est pas le petites cas. intrigues, c'est pas le cas, D'accord. d'accord. Ce que je peux te dire déjà, c'est que contrairement aux personnes qui avaient eu peur pour le documentaire diffusé au cinéma, la plupart des gens qui avaient peur, c'est parce que Warner Bros avait les droits. Là, ça n'a rien à voir. C'est un documentaire, d'ailleurs, que beaucoup ont, ça a circulé sur les réseaux sociaux. Et ça, il n'y a pas de Warner Bros. Il n'y a absolument pas. C'est un documentaire vraiment à part, je dirais même. Donc après, il faudrait que j'ai plus d'informations concernant cela. Mais dans tous les cas, ça n'a rien à voir avec Warner Bros. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Donc il n'y a pas quelqu'un qui a vraiment une grosse maison de production qui a un gros visu dessus. C'est juste ça en fait. Donc c'est pour ça que j'invite tout le monde à regarder, et même toi par exemple. Mais ça, voilà, vu qu'il n'y a pas de réel contrôle sur de la part de grandes maisons de production, ben ça peut être un documentaire intéressant. Ok. Voilà. Parfait. Merci à toi en tout cas pour ces mots-là. Et c'est parti pour la suite. Je vais remonter mon siège, excusez-moi. Voilà. Qui dit convention dit annonce. Qui dit New York dit Hell's Kitchen. Qui dit Hell's Kitchen dit Daredevil. Bon, donc les raccourcis sont un petit peu douteux, mais une chose est sûre, la New York Comic Con fut l'occasion pour Charlie Cox et Vincent D'Onofrio de venir surprendre les fans avec leur présence et pour toucher quelques mots sur la prochaine série live action de Marvel Television, Daredevil Born Again. Si la sortie en mars 2025 est déjà confirmée, la date exacte du 4 mars 2025 est désormais officielle. Il restera à déterminer si le rythme de diffusion ressemble à celui d'Agatha All Along, avec pourquoi pas 2 épisodes pour démarrer. Marvel en a profité pour révéler enfin le nouveau logo de la série en haute définition ci-dessous. Hein, donc, il me semble que c'est celui-là, enfin, de ce que j'ai vu. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit ce logo-là d'ailleurs. C'est simple, mais ça confirme la volonté scénaristique politique autour de Wilson Fisk initiée à la fin de Echo. Je cite, Matt Murdock, un avocat aveugle doté de capacités accrues, lutte pour la justice à travers son cabinet juridique dynamique, tandis que l'ancien chef de la mafia, Wilson Fisk, poursuit ses ambitions politiques à New York. Lorsque leurs anciennes identités refont surface, les deux hommes se retrouvent inévitablement en confrontation directe. Donc, ce que je vous ai cité là, c'est le synopsis de cette nouvelle série. Dites-moi si vous attendez cette série. Mon invité réagira tout de suite. Et si je peux commencer, en tout cas, moi, c'est une série qu'il faudra que je découvre puisque je ne connais pas voilà, celle de Netflix. Certes, on sait que ça va être du côté Disney. Mais moi, c'est quelque chose qui peut m'intéresser éventuellement. Alors, vous savez aussi qu'il y a eu en film, en 2003, avec Ben Affleck, qui maintenant est connu pour être Batman. Mais avant Batman, c'était bien lui, Daredevil.
Et donc, c'était un film pas si mal. Enfin, je dirais même un film pour popcorn, mais voilà. Et par contre, on me disait énormément de bien de la série Netflix Daredevil, avec justement Charlie Cox et Vincent D'Onofrio, que je connais de. Et alors, mon collègue va me corriger si je me trompe pas. Il me semble que Vincent D'Onofrio, c'était New York. Police judiciaire ou esprit criminel, enfin je sais plus, quelque chose comme ça il me semble. Enfin il va me corriger. Et donc voilà, je me dis ça peut être intéressant. Je vais laisser la parole tout de suite à mon invité, voir ce qu'il en pense. Alors, c'est New York section criminelle. Ah voilà. Le Law and Order Criminal Attempt. Il jouait l'inspecteur Goren. Pour être tout à fait juste. De mémoire, il jouait un super inspecteur un petit peu autiste. Je sais pas par. Pour mépriser le truc, c'est que le mec avait un grain, il était un super inspecteur en fait, et ça a tranché avec les autres séries d'un genre New York, police judiciaire qui est la série mère, et New York, unité spéciale avec Stabler et Benson à l'époque, et que eux, ils sont très procédurières, genre ils suivent le règlement à la lettre. Section criminelle, c'était une sorte de super inspecteur en fait, super doué, super rotor. Donc voilà, il jouait l'inspecteur Goren. Il y a eu après Jeff Goldblum, enfin, Vincent D'Onofrio est connu pour ça. Il est aussi connu pour Full Metal Jacket et pour Men in Black. Il jouait le bad guy. Voilà. Sinon, pour New York Daredevil Born Again, bah, il y a plusieurs confirmations. Ça va être la suite des séries de Netflix. Déjà. Et ensuite, ça... alors, l'intrigue suit ce qui se passe après Echoes. Donc, il y aura Echoes avait bien une utilité. Ça rejoint bien. Il y a bien un fil rouge qui est en train de se construire sur le street level. Echoes en fait partie. Ouais. Et bah moi je l'attends, mais vraiment, moi c'était la date de sortie de la série. Et donc il y a plusieurs confirmations qui se passent. Genre c'est une première partie, il y aura une deuxième qui va arriver. Ils sont en train de tourner la deuxième partie là justement. Elle va être de 9 épisodes. Il y a aussi plusieurs confirmations. La confirmation ultime en voyant les images leakées, c'est que le ton est similaire aux séries Netflix. Ça, c'est un truc que tous les directeurs sont vus, mais sont pris un mur dans la gueule. Parce que c'est. Depuis l'annonce, depuis le côté. C'est Disney qui reprend le truc, c'est Disney qui va reformater le truc, qui va rebooter le truc, donc ça ne peut rien à voir, ce sera version Disneyen, version famille. Ouais. La série est classée TVMA, et le TVMA, c'est la classification, c'est le similaire à R-rated au cinéma. D'accord. Oui, parce qu'il n'y a pas de R-rated en streaming. Le R-rated, c'est pour les salles obscures. Mais l'équivalent du R-rated streaming, c'est le TVMA, et c'est cette classification-là qui va être pour Daredevil. Il me semble que c'est la troisième fois que ça a lieu. Moon Knight était en TVMA. Echoes aussi avait obtenu ça. Parce que Echo avait innové avec une nouvelle, avec le label Spotlight qui devait pouvoir permettre justement cette classification chez Disney. Parce que Disney a une image très family friendly. Ça, je ne cacherai pas. Ça, je suis d'accord avec moi. C'est familial. Le problème qu'il y a avec Marvel, c'est que Marvel, depuis le début, depuis la création, Marvel a une offre très étendue. Tu peux trouver de l'horreur, par exemple, et Daredevil fait partie des Marvel Knights, qui est une branche adulte, en fait. Oui. Et le problème qu'on avait, justement, avec le fait que ça revienne chez Disney, c'est, bah oui, mais Disney ne fera jamais ça. Bah, du coup, ce qui se passe qu'avec Marvel, ils sont obligés de faire ça. Parce que le public de base de Daredevil, bah, il est mature, quoi. Mm-hmm. C'est pas, ça vise un public adulte, quoi. Enfin, ça vise un public, c'est pas familial, c'est pas pour les gamins. Enfin, là, pour le coup, ça visait vraiment de base le bande dessinée Daredevil, surtout depuis le Marvel Knights, ça vise un public mature. Et la problématique qui se posait, c'est que comment Disney va pouvoir se démerder avec ça. Quand
Donc il y a eu les séries du Defenderverse, Daredevil, Jessica Jones, Cage, Iron Fist, donc le Defenderverse. Quand ils sont retirés de Netflix, ça a fait beaucoup de buzz parce que il y avait une question du mais attends, c'est de Netflix parce que c'est Netflix original, c'est ce sigle-là qui avait. Le problème, c'est que ces personnages-là viennent de chez Marvel. De base, ils appartiennent à Marvel. Du coup, il y avait ce petit truc du mais les personnages ils reviennent de chez Marvel. Donc, Marvel, c'est Disney. Avec les droits, tu veux dire. Ouais, il y avait c'est un problème du juridique en fait. Ouais. C'est ça le truc. Et les fans de Daredevil l'ont mal pris parce qu'il y avait un petit côté de Netflix vole Netflix. Non, Disney vole Netflix. Mais de base, ça appartient à Marvel, le personnage, donc du coup, ça revient au mercage. Mais c'est vrai que Marvel faisant partie de Disney maintenant, il y a ce petit problème de mais comment ils vont faire pour s'en sortir. C'est ça. La preuve est que, bon, bah, Marvel assume de faire, on va faire un truc pour public mature. Et ensuite, bah, j'attends beaucoup de ce Daredevil Born Again parce que ça va lancer le fil rouge du qu'est-ce qui se passe au niveau du street level. Parce que maintenant, on devrait avoir Charlie. Alors, moi, je connais Charlie Cox. Est-ce que tu connais la série Downton Abbey? Non, j'en ai beaucoup entendu parler, mais je connais pas. D'accord. C'est alors là-bas, c'est une série mais qui est devenue franchise parce qu'il y a 6 saisons. J'ai vu la 1 et il y a 2 films qui sont sortis au cinéma. Ils sont en train de discuter sur éventuellement un 3e film. D'accord. Et le Charlie Cox fait une apparition de Downton Abbey, premier épisode. C'était bien avant Daredevil, mais tu reconnais sa gueule très jeune. D'accord. Il joue grosso modo le truc, c'est que le format de l'épisode, des épisodes, c'est il y a une famille qui essaye de passer au crible des prétendants pour leur jeune fille. On est dans une époque, le Titanic vient de sombrer dans le premier épisode. On apprend que le Titanic a sombré. Cette époque-là, je ne sais plus si c'est élisabéthaine ou victorienne. C'est en Angleterre, c'est à cette époque-là. Le Titanic a sombré. Okay. Et dans cette époque-là, en fait, c'est les bourgeois, les aristocrates, en fait, qui sont en crise parce que, qu'est-ce qu'on fait, comment on marie nos jeunes filles? C'est le truc. Et c'est le format de l'épisode, c'est que il y a un jeune aristocrate qui vient pour voir avec quelle jeune fille de la famille il pourrait faire mariage. Et Charlie Cox est le premier aristocrate à venir de m'en voir un petit peu flirter avec les jeunes filles du domaine de Downton Abbey. Et donc c'est marrant de le voir quand j'ai reconnu le mec, qu'est-ce qu'il fout là lui? Qu'est-ce qu'il fait Matt Murdock? Je vois. Et pour Vincent D'Onofrio, au départ, c'est un grand acteur de cinéma. Hein. Alors tu vois, en fait, moi je le connais plus parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, avec les séries policières. Ouais. Mais je le connaissais pas dans le cinéma, par contre. Ah si, il a fait une Full Metal Jacket. C'est lui qui joue Baleine dans Full Metal Jacket. C'est Full Metal Jacket, c'est un classique des films de guerre époque Vietnam. C'est Stanley Kubrick. Donc c'est quand même gros, hein. C'est costaud dans la film du mec. Et sinon, question aussi concernant... alors c'est bien que je pose cette question parce que c'est vrai qu'on a eu 2 versions. Enfin 2 versions. Je pense qu'il y a eu plusieurs versions télévisuelles. Mais en tout cas, les versions les plus connues sont le Daredevil de 2003 et justement cette série Netflix dont tu viens de parler. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup des fois des comparaisons entre Ben Affleck et celui qui a fait la ligne verte dont je n'ai plus le nom. Voilà, comme Matt Murdock, Daredevil, le Caïd. Et là, la même chose. Donc là, on se dit, voilà, on a Charlie Cox, Matt Murdock, Daredevil et Vincent D'Onofrio qui joue le Caïd. Et il y a eu beaucoup de comparaisons en disant, oui, mais des fois, on préfère, voilà, au niveau même le fait d'imposer. Certes, l'acteur qui a joué dans la ligne verte, dont je ne sais plus le nom, dont tu me diras sûrement, puis ça va me revenir, il était très imposant dans le film, tout de même. Mais Vincent D'Onofrio, quand j'ai vu quelques images, vu que moi je le connaissais depuis la série justement de policière, eh bien en fait, je me disais, il a pris du muscle, il est hyper imposant, enfin il est impressionnant. Donc c'est pour ça que moi je me dis, est-ce que par exemple toi tu as une préférence en ayant justement la version précédente qui est le film et ensuite la série, est-ce que toi tu
t'as de la préférence, voilà, niveau personnage, concernant ces deux, par exemple, que j'ai cités. Oui, mais moi, pour un tout simple, c'est que j'ai vu le film à sa sortie cinéma, et je connaissais déjà Daredevil en comics. Et le problème que j'ai avec le film, enfin, je sais que toi tu aimes bien, et enfin moi je le considère déjà comme un AV en fait. Mais j'ai vu, mais j'ai vu au fur et à mesure en fait, parce que je suis pote avec un autre YouTuber qui a fait une vidéo sur Daredevil, mais une vidéo de Daredevil de 2003, et lui il le défend le film parce que c'est l'un de ses premiers films Cinoche. Et donc pour lui c'est non, bah, c'est regardable, c'est potable, Ouais, bah, moi je dis c'est un film popcorn. Oui. Donc c'est pas un excellent film, je le conçois, mais c'est un bon film popcorn que tu peux regarder une fois une soirée, par exemple. C'est ça en fait. Mais attends, parce que c'est que moi j'ai déjà 20 ans, c'est sorti en 2000. Ouais, j'étais à la fac. Mais du coup j'étais déjà sevré de pas mal de revues cinéma. Il y avait Ciné Live, Première Studio, Mad Movies et compagnie. Oui. J'étais déjà sevré de ces lectures-là, qui maintenant je peux plus les blairer parce que je me rends compte qu'avec le temps qu'ils m'ont fait perdre mon argent, j'ai pas eu le temps à faire un pas sur beaucoup de trucs qui sont devenus cultes maintenant. Bah, disons que maintenant il y a internet, donc on se renseigne ailleurs. Oui. Voilà. Non mais si tu veux, il y a cette. Mais à l'époque, oui, il y avait les magazines. On achetait beaucoup pour avoir des infos. Voilà, mais c'est que à l'époque, il y avait cette grille lecture de bon cinéma au cinéma. Il y avait déjà ça. Et du coup, en fait, j'ai l'impression de m'être fait avoir avec eux parce que je me rends compte que sur RTL ou sur ABA, du coup, j'ai raté pas mal de bons films. Ouais. Parce que à l'époque, oui, c'était pas censé être des grands films de cinéma, donc c'était ça qui faisait que c'était dénigré, mais que c'est quand même des films qui ont marqué parce que les films répondaient à un besoin de l'époque. Ouais. Et que du coup ça a marqué beaucoup de gens parce que la rediffusion télé, parce que les vaches ça marchait, voilà. Oui, c'est ça. Et du coup moi j'ai été élevé dans le mépris de ces films-là. Du coup je me rattrape maintenant parce qu'il y a beaucoup de films qui ont marqué pas mal de gens. Et le Daredevil en question, c'est que alors moi c'est Charlie Cox. Voilà, c'est Charlie Cox, c'est Daredevil. Mais le Daredevil de 2003, alors c'est Michael Dugan Clark, l'acteur. Michael Dugan Clark, l'acteur qui fait le RIP d'ailleurs parce qu'il est voilà, il est RIP d'ailleurs parce qu'il est mort il y a quelques années. C'est ça. Et il joue aussi Armageddon, il joue la pote de Bruce Willis, un baraquet qui se travaille à la station pétrolière. Ouais. Et ce gars, alors moi j'ai un problème parce que donc le réalisateur de Daredevil qui ferait plus tard Ghost Rider, c'est le même, avait dit que c'était pas crédible de voir un caïd de la pègre, enfin un mec, un mafieux en fait blanc Harlem, mais c'est justement ça le truc. De son point de vue se défend, parce que son point de vue se défend, c'est que donc, de son point de vue, c'est pas crédible que la pègre de Harlem soit dirigée par un blanc. Mais c'est justement ça le truc de Stanley. Parce que il fait référence à la Black Exploitation. C'est-à-dire, il fait référence au cinéma Black Exploitation. Où, effectivement, c'était des films où la criminalité chez les Blacks devait être gérée par des Blacks. Parce que ce serait pas crédible qu'un mafieux voyou Black soit géré, que ce soit un blanc qui domine la mafia du coin. De son point de vue, c'est ok, d'accord. Mais le problème, c'était que ça, justement, le truc de Stanley, c'est que pourquoi est-ce que Phil Ulrich, qui est donc le journaliste que l'on voit dans Daredevil de 2003, que l'on voit, il est joué par Joe Pantoliano, et que l'on voit aussi dans la... du coup, je te dis pas, en fait, qu'est-ce qu'il fait dans Daredevil Netflix, parce que sinon, ça se spoil. Ouais. Mais le Phil Ulrich, le journaliste, il découvre l'identité de Matt Murdock en 2003, dans le film avec Ben Affleck, c'est ça. C'est Phil Ulrich, et tout cas, journaliste. Oui. Et c'est le petit à lunettes. Ça te dit quelque chose? Dans le Daredevil de 2003? Oui. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et ça explique pourquoi est-ce que Phil Ulrich a tant de mal à faire gober l'histoire du caïd à son journal. Et du coup, c'est pas crédible dans le film de 2003. Parce que dans le comics, le mec, justement, propose cette thèse que, mais en fait, Will Sapix, c'est le caïd, c'est le mec qui dirige la Terre. Mais c'est pour ça qu'il a tant de mal à gober ça, parce que le fait qu'un mec blanc commande la pègre Harlem, un blanc qui domine les blacks, c'est pas crédible. Ouais. C'est justement ça, parce que c'est pour ça que ça dure tant d'années le truc. Okay. C'est pour ça que c'est
théorie-là de Phil Ulrich a tant de mal à adhérer parce que c'est pas crédible. Vous trouvez un voyou de Harlem se faire recevoir des ordres d'un blanc? Non. Ça fait référence aux années 60, tout simplement. Ouais. Après, je dis pas que c'est volontaire de Stanley, mais ça donne ça. Ça donne le fait que, ouais, c'est crédible, du coup, que Phil Ulrich a tant de mal. Oui. Du coup, le fait que dans Daredevil de 2003, qu'on ait un caïd black, je peux comprendre à quoi fait référence le réal, parce que du coup, ça fait référence à la Black Exploitation, mais du coup, c'est pas cohérent avec l'univers posé en comics. Okay. Ce qui explique la réussite du film, de la série de Netflix. Où là, par contre, oui, tu vois la paix qui s'installe et tu comprends mieux c'est tenant aboutissant parce qu'en plus, tu as Luke Cage chez Netflix qui reprend le même postulat. Ouais. Qui reprend le même truc du Luke Cage qui commence à avoir des démêlés avec la pègre du coin. Je ne dis pas tout, mais c'est un petit peu ça. Et dans Luke Cage, la série est très inspiration Black Exploitation. J'ai pensé à du Shaft par exemple, j'ai pensé à du Coffee, la panthère noire de Harlem, j'ai pensé à toute cette période sous versant-là du cinéma américain. D'accord. C'est la Black Exploitation. Moi je connais ça via Jackie Brown de Tarantino où il fait super référence à ça dans chaque plan, quoi. La manière de filmer, c'est ça. D'accord. Ça s'appelle la Black Exploitation. Tu connais ça? Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Et c'est les films genre Shaft, genre l'ennemi rouge de Harlem, genre Coffee, la panthère noire jouée par Pam Grier, c'est les films de fétiche de Tarantino années 60. D'accord, ok. Mais alors moi ma question surtout c'est toi le fait que Vincent D'Onofrio, la première fois que tu as même entendu son nom, comme quoi il est le caïd, toi tu as validé direct. T'étais très curieux. Oui, j'ai validé direct. J'ai validé direct parce que je savais que le boulot que nécessitait le personnage, physiquement parlant, ouais. C'était tout à fait dans les normes que faisait D'Onofrio. D'Onofrio a fait La Baleine, il a fait aussi Men in Black. Physiquement parlant, ouais, il pouvait le faire. Il avait que quelques kilos à prendre, c'était bon. Oui. Parce que dans le comics, le mec est imposant, il est énorme, il est gros, mais c'est une montagne de muscles en fait. Le mec a une salle de gym dans son bureau. Ouais. Donc d'un côté, le mec il paraît costaud, gros, énorme. Mais c'est pas de la graisse qu'il a, ce sont des muscles. C'est le mec, c'est une marmule. C'est une marmule le gars. C'est pour ça que le Daredevil n'emmène pas large physiquement parlant, parce que le mec c'est pas un gros bonhomme bedonnant, c'est pas un riche qui passe ses journées en piscine dans son penthouse. C'est un mec qui a une salle de muscu et tous les soirs il s'entraîne à porter de la fonte. Mm-hmm. Ouais Ok, parfait. En tout cas, merci pour ces mots-là. J'espère qu'en tout cas, bonsoir à celles et ceux qui viennent d'arriver sur mon live. Donc, si vous connaissez pas le concept, donc ce soir, c'est l'émission La Rafale Info où on traite des actualités, films et séries. Et c'est ceci tous les mercredis soirs à 20h. Et nous allons continuer cette soirée avec... C'est certainement l'un des hommes les plus occupés au monde. Tom Holland vient de décrocher un rôle principal dans le prochain film du réalisateur oscarisé Christopher Nolan. S'il n'y a là pas le rapport avec Marvel, The Hollywood Reporter vient pourtant nous présenter son planning de tournage hyperchargé pour l'année 2025. En effet, l'acteur britannique devrait jongler avec la production de ce film, mais également deux films Marvel, à savoir Spider-Man 4, dont il aura bien entendu le rôle titre et qui tend à se confirmer pour 2026, et le deuxième film Marvel, à savoir Avengers Doomsday. Il ne s'agit bien entendu pas du tout d'une surprise. Le prochain méga blockbuster Marvel, remanié avec le retour de Robert Downey Jr., contiendra très certainement un nombre conséquent de héros. Avec ces informations, on tente donc à avoir Avengers Doomsday pour avril 2026, puis Spider-Man 4 en juillet. Il restera à déterminer quel film viendra occuper le créneau de novembre 2026. Doctor Strange 3 par exemple, Shang-Chi numéro 2. Les frères Russo ont par ailleurs récemment révélé que le tournage des deux prochains Avengers ne serait pas collé, comme ce fut le cas pour
Infinity War et Endgame. Et je vais tout de suite, vous pouvez répondre sans aucun doute, mes chers viewers, téléspectateurs, et ainsi que mon invité, concernant justement Tom Holland, le fait qu'il va, qu'il a décroché justement le rôle principal du prochain film de Christopher Nolan, dont nous en avons parlé la semaine passée, mon cher Cyborgien, avec la collaboration déjà entre Nolan et Matt Damon, et maintenant le fait qu'on est Tom Holland. Est-ce que toi, ça sent bon pour toi? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ouh, ça sent très bon. Et autant pour Nolan, parce que du coup, ça, savoir comment Holland va s'entendre avec la troupe de Nolan, parce que Matt Damon, c'est pas la première fois qu'il travaille, mais c'est savoir comment Holland travaille avec Nolan pour voir s'il intègre bien la troupe. Et ça rafraîchit un petit peu. On voit de nouvelles têtes qui rejoint Nolan, donc c'est bon signe. Et pour Holland, c'est tout bénef pour lui, quoi. Il quitte le giron Marvel, c'est pas un temps, il fait des trucs autre part. Donc ça, il gagne ses galons d'acteur, mais vraiment bien. Parce que, alors moi je le connais pour The Impossible, il jouait à 8 avec ans, Evan McGregor, oui. Oui, il jouait à Impossible, c'est un film sur le tsunami de 2007, je crois. C'était ça? Histoire vraie, oui, c'est ça. Histoire vraie. Le fameux tsunami, oui. Le fameux tsunami qui avait eu lieu un 24 décembre ou un 25 décembre, je sais plus, qui avait, parce que je suis en train de revoir un petit peu les images, parce que vu ce qui s'est passé en Ardèche là, dernièrement, d'accord. Ouais, ça m'a évoqué les souvenirs. Et donc pour Tom Holland, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une carrière qui se lance, il y a une carrière qui se construit. Et puis là, c'est pas avec n'importe qui quand même, hein. Oui, c'est donc positif pour lui. C'est que plus il aura d'exposition à son âge, mieux ça vaut. Ouais. Il me fait rappeler Hugh Jackman qui faisait des trucs entre deux X-Men. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles. Entre deux X-Men, il faisait deux films. Genre, il faisait Woody Allen et puis t'avais Opération Espadon. Et même du coup, entre deux X-Men, il faisait tout le temps des trucs autre part. Ce qui fait que, il a une carrière X-Men, le mec. Plein d'acteurs de franchise d'ailleurs à cette époque-là faisaient d'autres films. En plus des franchises dans lesquelles ils étaient. Ouais, donc tout bénef pour lui. Donc je suis super content pour lui. Et, du coup, le film m'intéresse bien. Ça m'intéresse bien d'avoir les infos pour voir comment ça se déroule le tournage, pour voir est-ce que Holland convainc Nolan comme bon acteur, parce que c'est ça l'enjeu pour Holland, c'est de convaincre qu'il peut être bon acteur, qu'il peut travailler autre part que dans les franchises. Oui. C'est ça l'enjeu. En fait. Ce qui serait très intéressant, ce sera surtout d'avoir... donc c'est pour ça que c'est intéressant à suivre, le prochain film de Christopher Nolan. Par Universal, il ne faut pas oublier, puisque Universal va à nouveau collaborer avec. Et ce qui sera très intéressant, ce sera d'avoir les mots de l'intéressé, donc Christopher Nolan, de savoir ce qu'il en pense de Tom Holland, parce que elle a décroché quand même un rôle principal pour quelqu'un qui a fait quand même... Alors, oui, Spider-Man, on a évoqué tout à l'heure... J'ai plus le nom. Bref, le film a histoire vraie par rapport au tsunami. The Impossible, voilà. Et bon, il a fait Uncharted, enfin, il a fait plein d'autres films. Mais là, quand même, un rôle principal, Christopher Nolan. Ce sera très intéressant, justement, comme je l'ai dit, d'avoir les mots de Christopher Nolan concernant Tom Holland, pourquoi il l'a choisi, qu'est-ce qu'ils vont en lui, etc. Et ça, moi, je pense que... alors, je sais pas si on aura prochainement ces informations, mais ce sera intéressant à scruter. Mais voilà, je vois que je ne suis pas le seul. Est-ce que vous, aussi dans le chat, vous le sentez bon, ce genre de projet? En tout cas, mon cher invité a l'air d'apprécier. Et... oui, donc en fait, on peut pas forcément dire grand-chose de plus. En fait, on attend plus d'informations, n'est-ce pas, mon cher Cyborgien? Ouais, tout à fait. En tout cas, ça sent bon. C'est un projet intéressant à regarder au tournant. Parce que le casting a l'air de bien se monter, mais le fait qu'il va voir parce que Nolan n'a pas l'air de tomber dans le même piège qu'un certain Tim Burton, parce que Tim Burton, c'est carrément les mêmes acteurs à chaque fois. Donc le mec a l'air de s'enfermer dans sa troupe, ce qui pose problème quand un acteur a des problèmes. Enfin, je veux pas raconter ce qui se passe dans Beetlejuice 2, mais quand un acteur avait des démêlés avec justice, oui, mais comment tu fais? Du coup, il avait l'air de soutenir le mec en ayant une position morale un petit peu ambiguë.
Là, non, Nolan a l'air de vouloir agrandir sa troupe et d'aller voir ailleurs. Donc c'est tout bénéf pour lui. Ça va pouvoir faire, comment dire, toucher des gens qui n'auraient pas été touchés sinon. C'est ça l'enjeu de Nolan, c'est de quitter, de voir à l'extérieur sa fan base. Et puis les retours qu'on a à chaque fois quand même des acteurs qui ont collaboré, acteurs ou actrices même, hein, qui ont collaboré avec Christopher Nolan, on a eu souvent des bons retours. Rarement des retours très négatifs. Parce qu'il y a eu plusieurs collaborations, bah, comme tu l'avais cité aussi. On n'en reste pas à une seule. Rappelons même, par exemple, si tu n'as pas forcément aimé ben voilà, le film, par exemple Tenet, Robert Pattinson l'avait dit, voilà, j'ai adoré collaborer avec Nolan. Si un jour ça se représente, j'y retourne sans me poser de questions. Tu vois, c'est pour ça que je me dis, franchement, c'est beau. Si Tom Holland peut avoir aussi ce genre, voilà, bah, lui, comme tu l'as dit, ça lui fera une nouvelle expérience. Et ça le fera grandir, ça c'est sûr et certain. Et puis je me dis, bah, ce que tu as dit, il me semble, c'est voilà, ça en fait sa carrière va décoller à partir de là en fait. N'oublions pas qu'il y a beaucoup d'acteurs qui étaient prisonniers dans un certain type de rôle. Il a fallu Oui. qu'ils deviennent potes avec un ou deux réals un petit peu intéressants pour Ouais. que voir leur carrière décoller. Je pense à du Brad Pitt, je pense à du Johnny Depp, je pense à du Leonardo DiCaprio. Johnny Depp était connu auparavant pour être le flic un petit peu rebelle de Vantage Street. Il a fallu qu'il devienne pote avec Tim Burton au moment des Dormants d'argent et avec Amy Kusturica pour Island Dream. Il y avait que deux trucs aussi. Qui deviennent potes avec des réals de cinéma underground, indépendants, pour qu'on commence à avoir d'un autre œil. Brad Pitt, c'est pareil. Avant, c'était le genou séducteur, cowboy californien séducteur de Thelma et Louise. Il a fallu qu'il collabore avec Neil Jordan pour Entretien avec un vampire, Seven et aussi La Mêlée des 12 singes, qui soit nominé aux Oscars. Je ne sais pas s'il était oscarisé, mais qu'on commence à le voir d'un autre œil. C'est-à-dire qu'il travaille avec des réals intéressants. Neil Jordan, David Fincher, Terry Gilliam, pour qu'on commence à le voir, que tout le monde commence à le voir en réel acteur, parce que maintenant il est énorme comme acteur Brad Pitt. On oublie qu'il était un jeune séducteur playboy. On le voit comme ça, alors que quand il avait 20-25 ans, on le prenait pour un guignol juste séducteur, juste bon à séduire des midinettes, quoi. Ouais. Donc Tom Holland, il est dans ce croisement-là, dans cette intersection-là, c'est qu'il faut qu'il fasse ses preuves en tant qu'acting chez des réels. Mais Nolan, je le vois ça en tant que premier. S'il arrive à convaincre Nolan que voilà, je suis un bon acteur, point barre, chose que je suis sûr qu'il peut le faire vu sa prestation dans The Impossible, et qu'il faut qu'il transforme l'essai, ben c'est tout beau, c'est bueno, il a une voix tout tracée, c'est bon, il peut enchaîner les Spielberg, les Scorsese et compagnie, ce serait fandard. Waouh. Et oui, et voilà, vous n'avez pas les mots de n'importe qui aussi, hein, mon cher collègue là qui a cité des grands noms quand même. J'espère une excellente carrière en tout cas pour Tom Holland, qu'il fasse aussi les bons choix et voilà, que du bon pour lui. C'est fou, mais qui aurait pu croire l'inverse? Marvel Studios a procédé à l'ajustement de son calendrier de films pour les prochains films. Premier correctif pour l'année 2025, le film Blade, annoncé en 2019, est déjà reporté à maintes et maintes surprises et perd cette fois totalement sa date de sortie. Le film porté par Mahershala Ali est toujours sans réalisateur et donc reporté indéfiniment. Il s'agit là pour les fans de sérieusement commencer à s'inquiéter. Un film Blade n'a pas d'intérêt immédiat vis-à-vis de la thématique portée par le multivers et encore plus pour la fin de la saga, certes, mais le sujet, c'est plutôt l'implication de l'acteur Mahershala Ali. Le film est annoncé depuis plus de 5 ans désormais et un nombre conséquent de réalisateurs et de scénaristes sont déjà passés dessus. Le projet de film peut-il survivre à un hypothétique départ de Ali? Si la question se pose, c'est aussi parce que l'on pourrait se demander si Blade pourrait maintenant être prévu pour l'après-saga du multivers.
Marvel vient de poser ses dates de films pour l'année 2028, les 18 février, 5 mai et 10 novembre. Difficile d'émettre des hypothèses claires à ce stade, même si l'intégration de nouvelles franchises telles que les Mutants ou les X-Men sont à parier. Certaines suites également, comme pour Thor, Black Panther, Deadpool, ou bien pour s'orienter sur des projets, très attendus mais moins concrets, comme pour La Sorcière Rouge. Quoi qu'il en soit, voici le programme de Marvel Studios au cinéma de 2025 à 2028. 2025, nous avons Captain America Brave New World, prévu pour le 12 février 2025, suivi de Thunderbolts le 30 avril, ainsi que The Fantastic Four First Tapes, prévu le 23 juillet 2025. En 2026, nous avons un film inconnu pour le 13 février, Avengers Doomsday le 29 avril, donc de la même année 2026, et un autre film inconnu prévu pour le 6 novembre. En 2027, nous avons bien évidemment Avengers Secret Wars, qui est prévu officiellement le 5 mai, suivi du 23 juillet pour un film inconnu, et un autre film inconnu le 5 novembre 2027, suivi de 2028, où nous avons 3 films inconnus, un pour le 18 février, l'autre pour le 5 mai, et le dernier pour le 10 novembre. Alors, dites-moi ce que vous en pensez concernant Blade. Déjà, 1, est-ce que vous l'attendiez? 2, comment prenez-vous cette nouvelle-ci? Aviez-vous justement peur de cela? Êtes-vous quand même confiant, comme je l'ai dit précédemment? Est-ce qu'ils attendent plutôt la fin du multivers pour ensuite lancer ce projet? Le fait de le laisser indéfiniment n'est-il pas un danger? Je vais laisser la parole à mon invité, Cyborgia. Moi, ça m'a fait un coup, j'avoue, parce que j'ai plusieurs bruits de couloir contradictoires par rapport au Scooper. J'ai les jetons en fait qui se la jouent façon Snyder, ses reboots de DC. Je sais pas si tu te rappelles un petit peu ce qui s'est passé au moment où James Gunn a officialisé son reboot. Mais quelques mois avant, il y avait encore des scoopers qui t'annonçaient que non, c'est bon, c'est Finger in the Noise, ça va. Henry Cavill va revenir pour de bon, parce qu'en plus il y avait The Witcher qui, l'annonce c'était il quitte The Witcher pour rejoindre le Warner. Il y avait tout cet élément et tout cet élan là qui faisait, et d'un coup le reboot est apparu comme traîtrise. Et ce qui fait que j'arrive plus à savoir quoi penser, parce que les annonces officielles, ça affleure bon projet en danger. Mais du point de vue des scoopers, non, le projet est vraiment dans les rails, simplement qu'ils laissent vraiment le temps, ils veulent débarrasser la pression de la date de sortie. Parce que normalement, le film aurait dû commencer le tournage là, maintenant. Mais ils n'ont pas de réal. Ce qui fait que, oui, c'est logique qu'ils déplacent la date de sortie. Mais l'an prochain, il y a 3 projets déjà certifiés. Et donc la question, c'est de savoir quel film va commencer le tournage l'an prochain. Il y a 2 films dont le tournage a été finalisé. Spider-Man 4, Avengers Doomsday. Et pour le 3e, on ne sait pas. On ne sait toujours pas. Et en plus de ça, ils annoncent... alors il y a 3 dates de sortie qui sont planifiées, mais aussi la Avengers Secret Wars, tu le dis toi-même, ils vont pas le tourner dans la foulée. Il y a les Russos qui disent qu'ils vont laisser un temps de pause. Les Russos qui s'occupent d'autres trucs, parce qu'ils ont 2-3 séries en streaming. Par exemple, si tu regardes Citadel de Amazon, c'est des frères Russo. Et la franchise continue. Ils doivent superviser le truc, quoi. Ils peuvent pas faire. À un moment donné, oui, ils sont obligés de mettre en pause chez Marvel pour pouvoir s'occuper de la franchise d'autre chose. Ce qui fait que là, je pense que pour Blade, ça c'est fan théorie de ma part par rapport à ce qu'il y a dans les scoopers. Je pense que pour Blade, c'est simplement ils attendent vraiment d'avoir le réal et de pouvoir travailler dans les bonnes conditions et pas d'être sous pression de date de sortie pour pouvoir sortir un film correctement. Ils sont vraiment dans la logique il faut faire un bon truc parce que le Blade c'est trop important. Il y a une franchise qui a été lancée avec Wesley Snipes dans les années 90, il y a 30 ans.
Voilà, puis, voilà, pour te dire qu'il y a une base qui s'est construite qui est énorme. Ils ont vu en fait l'accueil positif du retour de Snipes chez Daredevil. Enfin, chez Deadpool. Voilà, je me disais, je spoil ou pas? Non, tu peux, c'est bon. Parce que, en plus, ça va sortir en physique dans très peu de temps, donc tu peux. Hein. Voilà, je me disais, parce que je sais que tu m'as censuré une fois, donc. Oui, non, oui, mais quand je t'ai censuré, il était encore au cinéma. Là, c'est fini depuis un moment, donc c'est bon. Voilà, c'est qu'ils ont vu l'accueil positif que Snipes au Comic-Con a généré. Donc ils ont vu que le public aime Blade, donc ils ont fait l'erreur. Le problème qui se passe, c'est que vu tout le bordel que ça a lieu, pas que chez Disney, hein, dans tous les studios c'est pareil, parce que sortir des reboots de The Crow et de Twister cet été, c'est un signe qu'à Hollywood ça va mal. Ouais. Donc ils prennent ça en considération. Donc je pense sincèrement que ils sont en train d'embrayer un fil rouge genre horrifique. Il y a eu Moon Knight. Il y a Agatha Long qui est en train d'en faire un. Je ne spoil pas sur les 2-3 easter eggs qui ont été révélés, mais ça sent bon. Ils sont en train de consolider un fil rouge versant horrifique, fantastique, parce qu'il y a aussi Midnight Sun dans les tuyaux. Ils sont en train d'accélérer pour concrétiser le truc. Les mecs ont simplement trop de projets, mais il faut le faire bien. Oui. Pas comme chez Warner, ils ont annoncé 20 films dans un plan, alors que le premier n'était pas encore sorti. Je pense à ce qui s'est passé pour Batman et vs Superman. C'est ça. Exactement. Bien, merci à toi concernant cette information sur Blade. Alors j'espère qu'en tout cas vous comme moi on va attendre des prochaines infos sur Blade en espérant que voilà ça va pas être totalement abandonné comme l'a dit Cyborgien, c'est aussi, et puis comme certains fans ont l'air de dire, peut-être que c'est aussi concernant ce projet, ils attendent peut-être la fin de cette multivers saga pour ensuite bien amener ce film. Enfin, disons, rendez-vous au prochain numéro pour Blade. Voilà. Après avoir incarné l'homme d'acier de Zack Snyder et Geralt de The Witcher, Henry Cavill rejoint une autre franchise, à savoir Voltron. Adaptation cinématographique de la série d'animation américaine, elle-même basée sur les animés japonais Beast King Go Lion et Der Krug 15. L'histoire se concentre sur 5 jeunes pilotes d'un bataillon de lions, des véhicules qui s'unissent pour former un robot géant connu sous le nom de Voltron. Ou Voltron. Diffusée dans les années 80, cette série rencontre un succès mondial et a même fait l'objet d'un reboot animé sur Netflix en 2016. Voltron, le défenseur légendaire. La série s'est étendue sur 8 saisons. Selon The Hollywood Reporter, le film avec Henry Cavill est annoncé comme une adaptation en prise de vue réelle par Rawson Marshall Turber, le réalisateur de Red Notice, film blockbuster de Netflix avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot. Le tournage est d'ores et déjà prévu pour cet automne en Australie. Henry Cavill rejoint au casting Daniel Quintoy, un jeune acteur annoncé dans le rôle principal de cette adaptation. Un autre personnage central, féminin cette fois, est prévu, mais le nom de l'actrice n'a pas encore été révélé. En 2024, Henry Cavill est apparu dans le film Argyle de Matthew Vaughn, Kingsman, donc qui a fait Kingsman, le ministère de la sale guerre de Guy Ritchie, sorti directement sur Prime Video, et le temps d'un caméo dans Deadpool et Wolverine de Shawn Levy sous les traits de Wolverine. Cavalrine. L'acteur ne sera pas de retour dans la saison 4 de The Witcher, laissant sa place à Liam Hemsworth, qui le remplace dans le rôle principal. La série devrait faire son retour en 2025, donc je parle pour The Witcher. Vous dans le chat, mon cher invité, que pensez-vous de cette news concernant Henry Cavill? Est-ce que c'est un projet qui vous intéresse, Voltron? Si oui ou même non, dites moins en plus concernant ce projet, car c'est vrai que Henry Cavill a un carnet quand même chargé, car il y a aussi des informations concernant Warhammer, la série, d'autres projets en film live action aussi en vue. Et concernant Voltron, est-ce que ça vous hype? Dites-moi en plus. À toi la parole. Moi, ça me hype juste parce que c'est un projet avec Henry Cavill dedans, hein. C'est juste ça. Je connais rien du tout. Voltron, je connais pas du tout.
C'est juste parce que Henry Cavill, alors moi je connais de Man of Steel, comme beaucoup. Les Tudors, j'ai pas vu. Je l'ai adoré dans Mission Impossible Fallout, je crois. Enfin, il jouait un agent. Est-ce que tu l'as vu dans Sans Issue, sorti quelques mois avant Man of Steel? Non, c'est avec Bruce Willis. Je crois pas. Et Sigourney Weaver. Je crois. Oui, je me souviens de l'affiche, ouais, mais je crois pas du coup. Il faut que je le revoie pour voir. Parce que j'ai peur de confondre avec un autre en fait où c'était le loup-garou. Enfin le loup-garou de Twilight. Il y avait un film d'action avec le mec qui joue le loup-garou dans Twilight. Ah oui, non, là ça n'a rien à voir. Non, c'est pas rien à voir. J'ai peur de confondre les deux. Mais non, du coup, mais je l'ai vu aussi dans les agents très spéciaux. Il jouait l'agent britannique. Oui, je l'ai vu dedans. Donc Henry Cavill, je l'aime bien, il n'y a pas de souci. Et je l'ai adoré dans The Witcher. Voilà, The Witcher, j'ai adoré. Non, mais vraiment, Gérard Armeville, c'est bon. J'ai commencé à lire les bouquins juste parce que j'avais adoré la série sur Netflix. Alors que c'était fait bâcher par les fans. Ouais. Et donc, voilà. Oui, à cause du gaming aussi, etc. Enfin, il y avait pas mal de choses. Oui, c'est tout simplement que moi, The Witcher, la série sur Netflix, c'est mon premier contact avec la franchise The Witcher. Et je sais très bien que tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qu'on connaît, tout ce qui est roman, c'est pas le même média. D'où les différences qu'il y a. Et les fans de ces médias-là ont dézingué la série. Parce que c'est pas terrible et tout. Il y a des trucs qu'on peut faire en série télé qu'on peut pas faire en jeux vidéo. Et inversement, il y a des trucs qu'on peut faire en jeu vidéo, l'immersion totale, le temps des quêtes par exemple, et qu'on peut pas faire en série télé. Tu n'as pas le temps de dépenser 3 heures de ta vie sur une quête. Tu peux le faire en gaming, tu peux pas le faire en série télé. Donc la série télé, pour moi, elle est mortelle. Mais il faut la voir plusieurs fois. La saison 1, il faut la voir 2-3 fois pour comprendre les enjeux, parce que c'est brouillon, pour le remarquer. Et question. Henry Cavill, de lire les livres avant la série. Non, parce que je n'avais pas lu les bouquins, je l'ai apprécié quand même. Mais effectivement, quand tu as lu les bouquins, t'es avantagé parce qu'il y a des tas de notions qu'on t'explique genre en long et en large, genre le droit de surprise par exemple, que j'avais pas capté la première fois que j'ai vu la série. Ok. Alors qu'elles sont pourtant fondamentales dans l'univers. Parce que le droit de surprise, il y a un épisode ou deux qui est en cause. C'est un concept important parce que ça explique en fait l'arrivée d'un autre personnage en saison 2. Et le souci, c'est que moi, je savais pas trop à quoi ça répondait. Ouais, il y a un truc qui existe, ça s'appelle le droit de surprise. Alors qu'en bouquin, on t'explique qu'il y a plusieurs chapitres et qui te met en scène le truc parce que c'est important. Ça a un impact sur le personnage. Mais du coup, en série télé, il y avait que 10 épisodes. Bon, du coup, ça m'est passé totalement sous la tête, alors que c'est vachement important. Et il a fallu que je revoie la première saison une fois. J'ai vu 2 fois la première saison pour être précis. Et du coup, j'ai mieux apprécié le truc. Mais mon premier visionnage a été parasité aussi par le bashing qu'il y a eu au moment du visionnage. C'est quand tu regardes la série en regardant les commentaires où beaucoup de gens d'abord bâchaient le corps de Henry Cavill, ou même sa figure. J'ai entendu parler il a un charisme d'écrevisse par exemple, il ne correspond vraiment pas, il ressemble pas du tout à Gérard Deville par rapport aux jeux vidéo, ce qui est normal. Un acteur a un physique normal. Il a un physique, quoi. Le Gérard Derive, en jeu vidéo, il a un visage pixelisé. C'est normal qu'il n'ait pas un visage cubique. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il a une gueule, quoi. Il a une gueule Cavill. Et donc, du coup, le charisme brutal, Monsieur Muscle qu'il a dans The Witcher, c'est normal. Ça correspond bien au personnage qu'il y a dans les romans, tel qu'on te le décrit. Le mec est fan des romans et du gaming, ça se voit dans son interprétation. Parce que dans le premier roman, il y a plusieurs trucs caractéristiques, en fait, du personnage qu'il a gardé. Il y a quelques trucs, quelques détails que j'ai repérés. Et du coup, qui m'a fait dire que, oui, d'accord, il a chopé le truc, quoi. Il a chopé le truc. C'est bon, il fait un bon Gérard Derive. Je dis bonne chance à son acteur, au successeur, Liam Hemsworth, c'est ça ? Frère de Chris, voilà. Liam Hemsworth, que je connais aussi parce qu'il joue la jeune recrue dans Expendables 2,
C'est lui qui, Ouais. je sais pas, t'as pas vu les Hemsworth. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu, on va éviter de spoiler. Disons qu'il a joué quelqu'un. Voilà. On dira pas le temps d'écran. Voilà, même si C'est dans ça le, te spoil pas, mais voilà. c'est dans le groupe où il y a Stallone, il y a Statham, Jet Li et Liam Hemsworth fait partie des jeunes recrues de Voilà, l'équipe. Voilà. voilà, Je ne dis que ça. voilà exactement. Je dis bonne chance au mec parce que pour pouvoir assurer derrière Henry Cavill qui a posé des bonnes bases, Oui. bon courage. Exactement, c'est ça. Mais après, voilà, tous les projets qu'il y a aussi avec Henry Cavill, toi, disons que... Ouais, t'es assez happy Ah avec j'adore lui. ça prouve que le mec est pas prisonnier, ça prouve que le mec n'est pas prisonnier d'un seul perso. Ouais, ouais. C'était le piège hein, après Superman, Et parce que c'est Brandon Roos lui-même, s'est tombé sur ça. c'est Henry Cavill lui-même qui l'a dit. Je veux qu'on me connaisse pour mon talent, pas pour Ouais, mon... Voilà. Donc c'est pour ça qu'il fait autre chose aussi, qu'on le voit dans des rôles, comme je l'ai dit précédemment. Si je reprends... euh, Si je reprends, donc ouais, on l'a cité tout à l'heure, The Witcher, Argyle, aussi ben voilà, agent très spéciaux Code Uncle, le ministère de la sale guerre, moi qui ai vu le trailer mais qui n'ai pas vu le film, quand je l'ai vu, je l'ai dit mais je le reconnais pas, on dirait qu'il s'est lâché le gars, et le voir aussi comme Cavalry, Wolverine, hein, vous aurez compris. Donc voilà, il fait de tout et en fait j'ai l'impression qu'il est crédible partout. Donc c'est pour ça que je me dis franchement. Euh, En fait, on devrait associer Henry Cavill à Henry Cavill et pas à Superman, ceci, cela. Il est capable d'aller partout, le mec. Enfin, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Cyborgien. ouais. Il me rappelle Hugh Jackman dont je parlais tout à l'heure, dans le sens où il ne se contente pas d'un seul registre. Parce que le mec, il te fait donc Superman avec une classe, mais vraiment, c'est l'un des bons points de Man of Steel. J'ai pas aimé le truc, mais au moins Cavill, je reconnais qu'il l'a assuré. Il a une classe un petit peu british, parce que moi, je l'ai adoré dans des agents très spéciaux. Le mec était à sa place. Oui. Classe british avec un côté pince sans rire, ça lui convient parfaitement. Je l'ai adoré dedans. Et de le voir continuer sa carrière tranquille ou pépère, bénéf pour lui, parce que maintenant on connaît le gars facilement, et il n'est pas prisonnier d'un seul personnage, ce qui était le super piège après Man of Steel. Ouais. Parce que je m'attendais à un truc dans le genre Brandon Roos avec Superman Returns, où le mec a galéré sévère pour avoir de drôle. Ouais, mais Alors que là, non. malheureusement, il est dans la même catégorie que Brandon Routh pour Superman. Mais après, il a su se démarquer. Voilà, comme je l'ai dit précédemment. Euh, Mais oui, alors par exemple, comme tu l'as dit, en fait, et où il a été super crédible, c'est dans The Man from Uncle. Mhm. Et c'est depuis là aussi que beaucoup de gens l'ont vu en James Bond. Parce qu'ils se sont dit, Ah oui, voilà, oui, c'est c'est vrai, l'agent secret. ouais, c'est à partir de là qu'il y a la rumeur de Cavill en James Bond. Mais c'est que maintenant le. Ah, à la limite, oui, mais c'est. Je dirais trop vieux. Mais c'est. Bah, trop vieux, ouais. Parce que c'est bon, il a passé. Il aurait pu le faire juste avant Craig, juste avant. Mais maintenant, c'est trop tard. Alors, petite anecdote, avant que ce soit Craig, c'est normalement, ça devait être lui. Parce qu'il avait fait tout ce qu'il fallait. Et pareil que... Alors, Henry Cavill, c'est simple. C'est Superman Returns, c'est Casino Royale. Voilà, les deux où il était, il s'est donné à fond et il n'a pas décroché le rôle. Donc voilà. Bon après, bah, disons que tant pis, c'est pas grave. Hein, il a su rebondir et maintenant à la carrière qu'il a, Ouais, il y a comme tu plusieurs l'as dit, c'est tout projets. bénef. Hein. Ouais. Je veux dire, c'est là où tu vois quand un acteur est sa carrière, c'est qu'il réussit à avoir des projets. Il réussit à côtoyer d'autres réals. C'est là où tu vois que il a toujours des projets sur le feu. C'est là où tu vois que c'est bon, c'est bon, ça marche. C'est quand parce que je prends l'exemple de Jackman, c'est parce que il y a des tas de projets. Voilà, il y avait pas une année où il sortait pas un film. Et pour Henry Cavill, ben, c'est ça. C'est que même s'il n'est pas le premier rôle, il est quand même quelque part. Là où je pense que ce serait impressionnant, c'est qu'il aille vers un projet avec Christopher Nolan. Ça peut le faire. Ça peut le faire, hein. Depuis Man of Steel, je devrais dire, puisque les deux ils se sont rencontrés là.
Mais cette fois, autrement, là, cette fois, Nolan en tant que réalisateur avec Henry Cavill, ça peut le faire, ouais, comme tu le dis. Pourquoi pas. Bien, merci à toi concernant ces mots aussi. Nous allons continuer cette soirée, oui, mes amis, car ce n'est pas fini. Et c'est Luca Guadagnino qui s'y collera, comme l'a annoncé Deadline. La célèbre comédie noire horrifique American Psycho aura droit à une nouvelle version sur grand écran, mais attention, le long métrage ne sera pas un remake du film de 2000, mais une nouvelle adaptation du roman de Bret Easton Ellis, avec un scénario signé Scott Z. Burns, connu pour Extrapolation Contagion, La vengeance dans la peau. Le scénariste sera également prochainement le créateur de la série Funblade pour Netflix avec Rosamund Pike dans le rôle principal. L'adaptation cinématographique originale qui a révélé un terrifiant Christian Bale a été réalisée par Mary Harron à partir d'un scénario qu'elle a elle-même coécrit aux côtés de Guinevere Turner. Cette version est un classique considéré parmi les meilleurs films de tous les temps. Le thriller se déroule au beau milieu des années Reagan et suit le parcours psychotique de Patrick Bateman, un golden boy misogyne, homophobe et raciste de Wall Street qui cache derrière son apparence superficielle et luxueuse une personnalité de psychopathe qui le pousse à commettre une série d'actes meurtriers inhumains. Qui, pour incarner le prochain Batman, enfin voilà, c'est marrant le jeu de mots, voilà, la question se pose désormais. Le film sera produit pour Lionsgate par Frenzy Films et la production exécutive sera assurée par Sam Pressman, le fils d'Edward Pressman, producteur de la première adaptation par l'intermédiaire de sa société Pressman Film. Alors, les mots de Adam Fogelson, président de Lionsgate Motion Picture Group, je cite « Nous sommes ravis d'ajouter un autre cinéaste d'élite à notre liste de films à venir. Luca est un artiste brillant et le visionnaire parfait pour créer une toute nouvelle interprétation de cette propriété intellectuelle puissante et classique. » Êtes-vous enchanté, vous, dans le chat, ainsi que mon invité, par cette nouvelle concernant American Psycho? L'avez-vous vu? Ne l'avez-vous pas vu? Dans tous les cas, j'aimerais tout savoir. À toi la parole, Cyborgia. Je vais faire juste la vanne. American Psycho, c'est le film où Christian Bale réussit à incarner Batman avant d'incarner Batman. On est bien d'accord. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait le petit truc aussi. Parce que American Psycho est sorti 2-3 ans avant Batman Begins. Il incarnait déjà un mec qui s'appelait Batman. Ouais. Et oui, je l'ai vu au Cinoche. Je me souviens d'avoir été déçu parce que tu l'avais pas vu le film American Psycho? Du tout. Ah mince, du coup je peux pas le faire. Regarde-le d'abord. Parce que du coup je peux pas t'expliquer en détail en fait les propos du film et en quoi c'est un petit peu tordu ce qui s'est passé avec le film. On est dans je dirais que on est dans le même cas que Joker numéro 1, dans lequel t'as la majeure partie du public qui n'ont pas capté le film. D'accord. Parce que t'as un propos dans le film et t'as un retournement de situation qui t'élimine le propos. Enfin, c'est pour ça que je peux pas tout te raconter. Et alors, on parle bien d'une suite potentielle à American Psycho. Non, pas la suite. Une nouvelle interprétation. Donc, une espèce ouais, parce que je voulais faire la vanne du. Et c'est pas un remake, ils appellent ça un reboot. C'est une toute nouvelle adaptation. Attention, c'est une toute nouvelle adaptation du roman. D'accord, non, parce qu'ils peuvent dire reboot parce qu'effectivement, il y a un American Psycho 2 qui existe. Oui. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent dire reboot. Ah, parce que tu pensais à conclure la trilogie? Eh bien non. Bah non, mais je pensais, je t'explique, je pensais que il y a un 2 qui existe. Le 2 est un DTV. Donc si tu veux, le premier est sorti au Cinoche
avec Christian Bale. Oui. Le 2 est sorti en DT. C'est un direct au DVD. Je suis sûr que la plupart des gens qui ont vu le premier ne savent même pas que ce 2 existe. Voilà. Et le 2 est, ce 2 qui existe là est avec Mila Kunis. Mila Kunis, c'est donc l'héroïne de Z70 Show. Ah zut, Mila Kunis, Google. Elle a fait plein de parce que projets, Jupiter. Voilà, Jupiter Ascending par exemple. Voilà. Voilà, c'est que alors sans te spoiler le premier avec un psycho, disons que dans le 2, elle joue Mila Kunis est donc l'héroïne de ce American Psycho 2 et elle joue une étudiante en psychologie criminologie, je crois, qui voue un culte au personnage de Christian Bale. Et donc a les mêmes devient elle aussi un individu comme Christian Bale. D'où le American Psycho 2, d'où le lien qu'il y a. Donc c'est pour ça que je me disais, est-ce que s'il se laisse jouer suite American Psycho, ça existe déjà, ça s'appelle American Psycho 2 et Mila Kunis. Si tu me dis que c'est un reboot, ils peuvent le faire. Je suis sûr que la plupart des personnes se demandent un reboot, mais pourquoi faire un remake? Parce qu'il n'y a pas de 2. Bah si, le 2 existe, ça s'appelle dans les TV. Donc ce serait une sorte de remake à la Psychose du coup. Alors, bon déjà, comme il dit ça, ce n'est pas un remake du film des années 2000, une nouvelle adaptation du roman de Bret Easton Ellis, et en fait ça va être justement avec un scénario, donc il y aura déjà le scénario, contrairement à celui que justement, comme j'avais dit pour celui des 2000, auquel tu avais la scénariste qui avait co-écrit, donc qui avait participé au truc. Oh, c'est super flou, ça rappelle un petit peu ce qu'ils ont foutu avec Twister cet été. Mm-hmm. Parce que, rappelle-toi, pour Twister, cet été, en fait, Twister avec un S, là, c'était... alors, pour avoir vu le film, c'est un remake, mais avec... qui est considéré comme une pseudo-suite, à ce que j'ai entendu dire. Parce qu'il y avait des éléments... Ouais, il y a 2-3 éléments que l'on retrouve du premier. 2-3 éléments, mais il faut être super attentif pour coller cet élément-là au premier. Parce que t'as vraiment aucun personnage qui fait référence à ce qui s'est passé dans le premier. Mais vraiment aucun. Le film peut être vu comme un film remake. Indépendant, ouais. Voilà. C'est ce qu'ils voulaient faire. Mais le problème qu'il y a, c'est que ça fait tellement remake que pour moi, mon vrai nouveau Twister, c'est Black Storm avec Sarah Wilkins, qui est sorti il y a 10-15 ans. Pour moi, c'est vraiment le nouveau Twister. Parce que le Twister qu'on a eu là, c'est juste un remake. Ouais. Et j'ai l'impression qu'ils vont faire la même chose avec ce American Psycho, faire une sorte de nouveau remake. Il a bonne chance pour prendre la suite à Christian Bale, parce que c'est pas n'importe qui, hein, quand même. Voilà. Parce que c'est quand même ça c'est quand même ça l'élément déterminant de ce remake. C'est de trouver un acteur qui puisse affronter la comparaison, quoi. Enfin, il va comparer inévitablement à Christian Bale, quoi, à un mec qui a fait du chemin depuis, quoi, qui a fait carrière depuis, qui est renommé maintenant. Ouais. Et ce personnage-là de Patrick Batman, c'est l'un des personnages qui l'a révélé, qui a fait que les directeurs de casting bah, à l'air de rien, ouais, t'as 2 ou 3, hein. C'est ça, ouais. T'as Equilibrium et t'as Mecha Psycho qui ont fait porter que les directeurs de casting l'ont remarqué. Et du coup, qui ont remarqué que au moment de faire Batman Begins, au moment du casting, tiens, mais ce mec-là, il serait pas mal en Bruce Wayne, parce que le mec a une sale tronche de Bruce Wayne. Ouais. Mais vraiment, physiquement parlant, quand tu regardes le type, ouais, quand tu vois le mec en costume cravate dans un mec en psycho, quand je c'est un super raison. Je l'ai cité, là, on dirait Patrick Batman, un golden boy misogyne, homophobe, alors voilà, et raciste de Wall Street qui cache derrière son apparence superficielle et luxueuse une personnalité de psychopathe qui le pousse à commettre une série d'acteurs meurtriers, inhumains. Et donc, en fait, c'est pour ça que je me dis, ça fait le rapprochement. En fait, c'est l'inverse de Batman. De Bruce Wayne. Ah ouais en fait. Il arrive, Golden machin chose qui cache une double vie. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose en comics. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Ouais, donc... Bah, toi, tu as peur ou t'es plutôt curieux de ça? Oh, j'ai les jetons ça, parce que moi, je me suis... Enfin... Toi, t'avais pas passé un bon moment, hein, à ce que t'avais dit.
Ouais, parce que le problème qu'il y a, c'est vraiment ce twist final en fait qui va tout foutre en l'air. C'est que le propos du film est super intéressant, parce que le propos du film ça rejoint un film avec Brad Pitt et Edward Norton qui s'appelle Fight Club. C'est fait par le même auteur en bouquin. D'accord. Et qui est une critique frontale de la société de la consommation, mais vraiment des apparences de la consommation. Ça, c'est le côté Golden Boy et tout là, sert à ça. C'est-à-dire le mec prend l'apparence de quelqu'un et du coup en fait il se lâche totalement de lui. Et le problème qu'il y a, c'est que dans la dernière scène, comme dans Fight Club, il y a un retournement de situation qui va tout foutre en l'air. Ce qui fait que moi, je n'ai pas compris le culte engendré par ce film-là. C'est la même chose qui s'est produit avec le Joker, où parce que c'est pour ça que tout le monde gueule pour Joker 2, c'est que quand t'as le réel qui dit vous n'avez pas compris le film, moi je lui dis merci. Moi je l'ai compris en tout cas. J'ai compris que tu parlais pas du Joker. Ouais. Et qu'il y a beaucoup de gens qui ont cru que le Joker, en fait, c'était que Fletch, Arthur Fletch, c'est ça dans le film. Oui, Arthur Fleck. Était un Joker. Mais je pense avoir compris. Enfin, c'était voyant dans le film numéro 1 que c'était pas ça. Ouais. Et c'est pour ça que tout le monde gueule dans le 2. Bah oui, parce que dans le 2, le réalisateur te dit bah oui, mais c'était pas le Joker que je voulais faire. Moi, j'avais compris ça. Effectivement, j'avais déjà compris ça. J'ai pas vu le 2, mais j'ai déjà compris en voyant le premier. Ouais, et donc c'est le même phénomène qui se produit avec American Psycho, où t'as des fans du personnage de Christian Bale qui se revendiquent de ce personnage-là. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression, c'est comme pour Joker, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont compris de travers le propos du film. Donc je te laisse, parce que je peux pas entrer en profondeur si t'as pas lu le film. Non, pas de souci. Ok, c'est parfait. Merci à toi, mon cher Cyborgien, concernant American Psycho. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par ce projet, si voilà, ça vous tente, etc. N'hésitez pas à, justement, si vous êtes en direct avec moi, de commenter. Et puis si vous voyez en replay, n'hésitez pas à mettre les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir, ne vous inquiétez pas. Je suis toujours là à l'affût. Très bien. 2 ans après Prey, un nouveau film Predator est en préparation et contrairement à son prédécesseur, il sortira en salle le 5 novembre 2025. L'information a été confirmée par Disney qui a annoncé la date de sortie remplaçant celle du blockbuster Marvel Blade, désormais non datée. Ce nouveau volet de la franchise Predator est intitulé Badlands. Il est co-scénarisé et réalisé par Dan Trachtenberg, déjà aux commandes de Prey et de 10 Cloverfield Lane. L'actrice Elle Fanning succède à Amber Midthunder dans le rôle de l'héroïne. L'intrigue reste quant à elle secrète, mais tout porte à croire qu'il ne s'agira pas d'une suite directe au film précédent, mais bien d'une nouvelle histoire. Quand le projet fut annoncé, une sortie directement en streaming était envisagée, mais suite au succès de Prey et d'Alien Romulus, tous les deux films 20th Century Studios, la firme Disney a décidé de voir les choses en grand. Doté d'un budget de 80 millions de dollars, Alien Romulus de Fede Alvarez a récolté pas moins de 350 millions de dollars dans le monde. En France, le film a séduit plus d'1 million de spectateurs. De quoi donner confiance au studio pour ce nouveau chapitre de la saga Predator qui vise un public similaire. Predator Badlands sera le 8e film de la franchise, si l'on compte les 2 volets d'Alien vs Predator. Que pensez-vous de ce Predator déjà? J'aimerais avoir votre avis sur la saga en elle-même. Alors, certes, je ne l'ai pas vu, mais voilà, votre avis en bref. Et si vous êtes hypé par cette annonce-ci concernant un nouveau film Predator. Là, moi, j'ai beaucoup aimé le Prey qui est sorti sur Disney+. J'ai beaucoup aimé, c'est la grosse surprise. Et le fait que ça sorte au cinéma, ça prouve qu'il y a un effet Alien Romulus, en fait, qui s'est avéré. C'est que, grosso modo, maintenant, c'est que Disney commence à prendre... Parce que c'est Disney qui est derrière. Hein. Disney qui est derrière le Alien Romulus, aussi. Exactement. Parce qu'il me semble que... Ouais. Et du coup, j'ai l'impression que c'est bon, il y a Disney qui commence à se dire que on peut faire le cinéma d'horreur aussi, ça fait pas les gens. Enfin, qui commence à rentrer dans le game du cinéma horreur. Parce que normalement, c'est pas eux. Hein. Normalement, c'est pas leur genre de prédilection du tout.
C'est genre, ils sont plutôt familiales. Et là, du coup, c'est la première fois, ils découvrent en fait le cinéma horreur. C'est pour ça que je pense que pour Blade, ils sont coincés, genre, comment on fait, on connaît pas ce public-là. Enfin, c'est un petit... je pense que c'est un petit peu ça qui se joue pour eux. Et pour Badland, alors, si j'ai bien compris le truc, le délire du réal, c'est de faire une histoire originale à chaque fois. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça des histoires indépendantes qui n'ont rien à voir entre eux, mais juste le fait qu'il y ait un prédateur qui a un nouveau terrain de chasse. C'est une caractéristique des prédateurs en général, parce que le prédateur, il y a, je dirais pas que c'est ma favorite, mais disons, j'adore le premier avec Schwarzenegger. Comme tout le monde, c'est un chef-d'œuvre du genre, c'est un des meilleurs films de Schwarzenegger années 80. C'était au moment où c'était son état de grâce, années 80 pour lui, c'était sa décennie à lui, avec Stallone et Van Damme. Et le 2 est mal aimé, je peux comprendre pourquoi, parce qu'il parle dans un autre délire. Mais ça instaure déjà les bases de Predator, c'est-à-dire que ça instaure déjà le côté, ce ne sera pas des films à suivre, mais ce sont des histoires indépendantes. Parce que le premier se déroule dans les années 80 dans une jungle amazonienne. Je crois pas que ce soit ça, mais c'est une jungle style Amazonie. Le 2 se déroule en pleine ville, à Los Angeles, dans le futur. Le film se déroule, je crois, en 97, et on est en mi-80 dans la date de sortie. Donc ça se déroule 10 ans après. Donc on voit grosso modo, c'est 10 ans dans le futur. Et c'est Danny Glover, le héros du film, c'est Danny Glover, alors qui joue encore le Rolling Murtaugh de l'Arme Fatale. On en est au numéro 2, je crois, et qui joue là Danny Glover dans Predator 2 joue un personnage à la Martin X de l'Arme Fatale. Il joue l'inspecteur fort en gueule qui n'hésite pas à affronter ses collègues inspecteurs, ses commissaires. C'est tout à fait le genre de Martin X. Il ne joue pas du tout le flic retraité de l'Arme Fatale. Pas du tout. Il n'est pas du tout dans le même registre. C'est vraiment c'est un vrai héros de film d'action. Ok. Et ensuite, c'est t'as Predator 3, et après, c'est que des productions en problème qui ont fait que la qualité a chuté. Là, je te cacherai pas que le dernier Predator, pas prêt, mais Predator Alien, là. Non, même pas. Le Predators avec Adrian Brody. Ok. Predators, ouais. Ouais. Je ne cacherai pas que ces films-là, défendable, mais difficilement, faut être un argumentaire solide, parce qu'il y a des trucs qui sont... Parce que j'ai vu que le film était défendu, je comprends pourquoi, mais le problème c'est que quand tu vois ces films au cinéma, t'as l'impression de te faire arnaquer, parce que t'as pas du tout... c'est vendu comme les blockbusters, des gros machins de films d'action, et en fait, t'es pas du tout rassasié, en fait. D'accord. C'est le problème. Parce que tu imagines, tu fais la démarche, elle est aussi moche, tu prêtes ta place, et à la fin, t'as une petite série B, série Z. Tu te sens un petit peu floué, quoi. C'est pour ça que, mais en revoyant le film à la télévision, tu te dis, oh oui, pourquoi pas pour une soirée. Voilà, c'est un film popcorn. Ok. Et pour ça que Et donc là, curieux. C'est un peu mon avis sur. Je suis curieux vraiment de voir, parce que ça prouve que Disney a été surpris du succès de Prey sur Disney+, d'une part, et secondo, il voit que les chiffres Alien Romulus, c'est parti des succès de l'été. Hein. C'est parti des films qui ont bien marché. Et là, je suppose que la boîte commence à avoir confiance envers les projets horrifiques, ce qui est bon signe, parce que du coup, ça prouve qu'ils peuvent diversifier en fait leur offre. Ouais. Parce que c'est ce qui les coincé, quoi. C'est pas au moment du rachat de titres de la Fox, tout le monde était consterné de voir, c'est le catalogue de la Fox formaté via Family Friendly Disney. Sauf que l'on voit que c'est pas du tout ça. Enfin, sur Disney+, tu trouves du American Psycho, tu trouves des trucs vachement gore, quoi, vachement spécial. Tu trouves tu trouves de tout. Même le Netflix, en fait, ils ont pas censuré. Alors c'était ça, une rumeur qui circulait sur les séries Netflix de Daredevil. Alors que pas du tout. En fait, ils assument le côté. Il y a du contenu mature sur Disney+. Là, ça prouve que ils peuvent faire aussi du contenu mature en film. Donc là, c'est méga positif. Très bien. Merci à toi concernant ces mots-ci. Et nous allons basculer vers les séries. Et oui, actualité séries. Ça faisait un moment qu'il n'y en avait plus de mon côté, mais nous allons basculer tout de suite. Il semble que nous en ayons fini d'attendre quelques années entre les saisons de l'adaptation par HBO de la saga
Le Trône de Fer, ou Game of Thrones comme vous voyez à l'écran, de George R. Martin. Alors que nous devrons encore attendre pour voir la saison 3 de House of the Dragon, il semble que nous pourrons voir le nouveau spin-off de Game of Thrones très bientôt. Et ce très bientôt, ce sera dès le printemps 2025. C'est la date de sortie probable que l'auteur indique avec un peu d'espoir lorsqu'il parle de A Night of the Seven Kingdoms, le récit des aventures de Sir Duncan le Grand, surnommé Dunk, et de son ami écuyer appelé Egg. Dans son blog Noteblog, George R. Martin parle de sa visite sur le tournage et mentionne qu'il a pu visionner un premier montage de l'épisode 1. Il nous offre également une brève mise à jour sur la production qui s'est terminée en septembre dernier et qui est actuellement en post-production sous la direction du showrunner Ira Parker. L'auteur lance également un petit avertissement, si l'on peut dire. Cette série sera très différente des séries précédentes comme Game of Thrones ou House of the Dragon. Elle aura un ton plus léger et une histoire moins ambitieuse. Elle se démarquera aussi par un budget beaucoup plus modeste. Martin précise que 90% de l'histoire se déroule dans un champ entouré de tentes. George R. Martin parle d'une diffusion au printemps prochain, mais HBO n'a pas encore annoncé de date officielle pour A Night of the Seven Kingdoms. Le président de Warner, David Zaslav, laisse entendre que la série pourrait être diffusée à l'automne plutôt qu'au printemps 2025. La série comportera 6 épisodes et verra Peter Claffey et Dexter Saul Anselt dans les rôles de Dunk et Egg respectivement. Dites-moi dans les commentaires, sur le chat en direct, et mon invité ensuite, ce que vous pensez de cette nouvelle série concernant un spin-off Game of Thrones. Est-ce que ça vous botte? Est-ce que ça vous intéresse? Si oui ou non, dites-le moi pourquoi. À vous la parole, et à toi, Cyborgien. C'est parti. D'abord, Game of Thrones, c'est pas un cam sur les... il me semble que ça dure 6 saisons, 7 saisons, je sais plus, 8. de Game of Thrones. 8 saisons? Oui. Parce que pour moi, il y a seulement que... peut-être, il y a 2 saisons, peut-être 3 qui sont correctes. Après, pour moi, c'est beaucoup pour rien. Enfin, la première saison, j'ai eu du mal à accrocher. Ça, j'ai accroché parce que tout le monde lui disait c'est bien, donc persévère. La une, donc c'était très brouillonne. C'était voulu aussi c'était un parti. Le côté brouillon, c'est un parti pris qui est assumé par les auteurs. Donc, je peux pas critiquer ça. C'est parce que c'est moi qui dois me forcer. Et ensuite, mais à partir de la saison 2 et 3, je me forçais vraiment parce que j'arrivais vraiment pas. Enfin, c'est des personnages qui sont antipathiques au possible et donc j'arrive pas à accrocher à eux. Il a fallu que j'attende une saison pour comprendre là où vous voulez en venir. Là, ça y est, donc c'est à partir de là que c'était que ça a tracé quoi. Où vraiment je me suis mis dedans. Et comme beaucoup, là c'est la dernière saison qui n'est pas irregardable, mais je comprends qu'elle est déçue. Donc ça c'est d'une part. Pour le fait qu'il y ait des spin-offs en fait de Game of Thrones, ça m'amuse pas mal parce que du coup ça prouve que Game of Thrones c'est une franchise soit comme tout le monde, enfin, comme tous les autres, comme les NCIS, comme les Dexter, on critique toutes les chaînes et tous les sites de streaming de faire des spin-offs de spin-offs parce que manque d'imagination, ils préfèrent faire des spin-offs, c'est facile. Du coup Game of Thrones c'est pareil. Ça prouve que le HBO ou Max n'arrive pas à trouver des matériaux originaux. Parce que tous les sites de streaming là, surtout Netflix, annulent pas mal de séries dès la première saison ou dès la 2, mais il y a très très peu qui arrivent à survivre à la 3. Et là, pour Game of Thrones, c'est pareil, parce que tu te retrouves quand même avec une Dexter, va y avoir bientôt une spin-off. Là, je crois qu'il y a The 70 Show, c'est annulé. Enfin, il y a beaucoup de spin-offs qui sont, en ce moment, il y a une spin-off à Young Sheldon, The Big Bang Theory, qui est en ce moment à l'antenne. Il y a donc NCIS Origins aussi qui est à l'antenne. Du coup, Game of Thrones rentre dans ce secteur-là du coup, aussi, ça rentre dans la course au spin-off, parce que, un petit peu comme Harry Potter. Donc, moi, je suis pas, client, parce que moi, je suis plutôt les Anneaux du Pouvoir. Mais bon, voilà, c'est bienvenue au club, quoi. Enfin, ça c'est en train de devenir une réelle machine à cash. Ok, très bien. À la main. Même si je suis dubitatif, je t'encourage à regarder quand même, parce que c'est une énorme fan base. Moi, j'accroche pas,
Mais il y a une Alors, énorme fanbase. il faudra que je regarde à nouveau, effectivement, puisque en fait, quand c'est sorti, j'avais regardé un épisode et puis j'avais arrêté. Mm. Donc le pilote, quoi. Donc, Mais je te conseille parce que c'est vachement intéressant. Il y a une énorme fanbase, donc, et vu qu'il y a des spin-offs qui est en train de se faire, je te conseille d'essayer de persévérer un petit peu, parce que, c'est pour essayer de comprendre pourquoi ça touche des gens, quoi. oui. Ok. Parfait. Alors, merci pour ça, mon cher Cyborgien. Et maintenant, nous allons continuer avec qui n'a jamais été rêvé de voir Arnold Schwarzenegger, la plus grande star du cinéma d'action des années 80, croiser la route de John Wick en personne, Keanu Reeves. Au cours de leurs illustres carrières, jamais les deux mastodontes du box-office n'ont partagé l'affiche d'un même projet. Tous, du moins jusqu'à aujourd'hui. Au cours d'un panel organisé au Comic-Con de New York, la plateforme Prime Video a annoncé le casting vocal de sa nouvelle série Secret Level. Cette production anthologique proposera aux abonnés du service de streaming Amazon, se déroulant dans l'univers des jeux vidéo cultes Sifu, Pac-Man, Warhammer 40 000 ou encore God of War pour n'en citer que quelques-uns. Ce projet au concept original nécessitait un casting XXL à la hauteur des ambitions du programme, et la distribution vocale ne va pas décevoir les fans. Arnold Schwarzenegger, Keanu Reeves, Temuera Morrison, Kevin Hart ou encore Gabriel Luna sont notamment annoncés. Rappelons que la série est conçue par le réalisateur Tim Miller via son studio d'animation Blur, déjà à l'origine de la série Netflix Love, Death and Robots. Des premières images de Secret Level ont été dévoilées il y a quelques mois, offrant un premier aperçu très convaincant de la série. De quoi patienter d'ici la mise en ligne du programme attendue pour le 10 décembre prochain, en exclusivité sur Prime Video. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mon invité, est-ce que ça te botte ce genre de série? Dis-moi en plus. Et surtout là qu'en fait on parle surtout de cette réunion de grands artistes. Ouais, moi ça me botte bien. J'aurais adoré les voir jouer ensemble, n'empêche. Déjà, je peux te dire que Expandables, c'était une grosse déception pour moi. C'est pour moi, il y a deux absents dans Expandables. Il y a Carl Weathers qui joue Doc Lockreed. Pour moi, c'est le mec qui manquait dans Expandables, parce que de voir le retour d'Apollo à côté de Stallone, voilà, c'est un truc, merde, il manque quelqu'un. Et aussi de voir Keanu Reeves rejoindre la bande, parce que son speed a fait de Keanu Reeves un héros de film d'action, quoi. Mais au même titre qu'un Bruce Willis ou qu'un Stallone de Van Damme. Donc je m'attendais à le voir en fait au milieu des recrues. Donc que Schwarzenegger joue avec Keanu Reeves, là c'est local, donc merde, occasion manquée, je dirais. Mais c'est vrai que le casting vocal est lourd. Là, j'avoue que Schwarzenegger, il y a Temuera Morrison, je crois que c'est lui qui fait Boba Fett. C'est lui qui, ouais. Et les clones. Oui, du coup. Et ouais, c'est vrai que le casting lourd est vachement intéressant. Et le fait qu'il y a Tim Miller, c'est Deadpool. Mais c'est Tim Miller, non, c'est pas lui qui fait Bullet Train. Bullet Train, tu dis? Ouais. Tim Miller. Ah zut, c'est pas lui, c'est parce que Tim Miller a fait un Deadpool, mais je crois qu'il y a deux réals. Il y en a un qui a fait le Bullet Train et puis qui a fait aussi le Fall Guy de cet été, mais j'ai peur de me bourrer. Le premier. Ouais, d'accord. Mais moi, je suis pas friand dans les films d'animation, mais j'avoue que vu le casting, ça donne envie. Ok. Très bien. Parfait. Alors, en 2026, la saga Star Trek fêtera son 60e anniversaire. Mais avant de célébrer son exceptionnelle longévité, la célèbre franchise de science-fiction réserve de nombreuses surprises à ses fans via la diffusion en 2025 de nouveaux contenus originaux très attendus. C'est notamment le cas du téléfilm Section 31 avec Michelle Yeoh dans le rôle principal. L'origine de ce projet remonte à 2018, lors de la diffusion de la toute première saison de Star Trek, Discovery.
L'immense popularité du personnage de Philippa Georgiou, incarnée par l'actrice oscarisée, a incité les producteurs à lui consacrer son propre spin-off. À l'origine, ce programme aurait dû prendre la forme d'une série. La production de 2 saisons simultanées est alors évoquée. Mais à quelques mois du tournage prévu au printemps 2020, le projet prend finalement l'eau en raison de l'agenda surchargé de Michel Yeoh, puis de la crise sanitaire du Covid-19. Et ce n'est que 3 ans plus tard, en mars 2023, que Section 31 réapparaît dans l'agenda Star Trek, non plus sous la forme d'une série, mais cette fois-ci en tant que téléfilm. Après ces années d'attente, le spin-off s'apprête enfin à débarquer sur nos écrans. Le panel Star Trek organisé ce week-end au Comic-Con de New York a ainsi permis de dévoiler les premières images du téléfilm, ainsi qu'une date de diffusion. Rendez-vous donc le 24 janvier prochain sur la plateforme de streaming Paramount+. Les Trekkies ont été gâtés par d'autres annonces puisqu'il a également été révélé lors de son panel le renouvellement pour une saison 2 de Starfleet Academy avant même de lancer de cette nouvelle série Star Trek. Il a également été confirmé que l'excellente Tatiana Maslany, connue pour Orphan Black, apparaîtra dans quelques épisodes de la saison 1. Pas de date de diffusion pour la saison 3 de Strange New Worlds, mais la révélation d'un extrait a néanmoins permis de faire patienter les fans. La diffusion de cette nouvelle saison est confirmée pour 2025, vraisemblablement dès le premier semestre de l'année prochaine. Toutes les productions dérivées de l'univers Star Trek sont à retrouver en exclusivité sur Paramount+, également disponible dans l'abonnement Canal+. Et en tant que trekkiiste, alors je ne le suis pas puisque je ne connais pas en fait cette franchise, alors je ne confonds pas avec Star Wars, je vous rassure tout de suite. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut potentiellement m'intéresser. Mais après, je vais laisser la parole en tout cas à mon invité. N'hésitez pas à réagir aussi, mes chers téléspectateurs et vous qui me suivez dans le chat. Je vais laisser réagir en tout cas mon invité concernant ceci, car je vois qu'il aime Star Trek. C'est une très très bonne nouvelle, ce qui est enfin l'activité, enfin les confirmations. J'attends ça depuis des mois, des années, parce que comme tu le dis, c'était il y a encore 2-3 ans, c'était juste des rumeurs, et il y avait beaucoup de détracteurs en fait, parce que faut savoir que depuis l'arrêt de Star Trek Enterprise, donc l'ancienne série avec Skull Bakula, qui était des années 2000, il n'y avait plus rien sur Star Trek, quoi. Même Star Trek Nemesis, le dernier film avec Picard, donc Xavier de X-Men, avait floppé, donc il y avait, c'était vide. Il a fallu attendre les reboots de Abrams pour relancer la machine. Ça a fait relancer la machine au point que Paramount a eu l'idée de sortir une série en streaming pour tester le truc. Il y a la SF Space Opera à la télévision, ils sont conscients que ça ne marchait pas, le public n'arrive pas à prendre, parce que vu ce qui se passe avec Sci-Fi Channel, avec la chaîne Sci-Fi Channel, ouais, elle manque de moyens, c'est une chaîne du câble, c'est de niche, quoi. Alors que ils avaient besoin d'une série avec des gros moyens. Ils ont réussi le truc avec une série streaming, Star Trek Discovery, qui était lancée sur Netflix, qui appartient donc à Paramount. Enfin, la série Star Trek Discovery appartient à Paramount, mais ils ont fait un partenariat avec Netflix pour pouvoir sortir le truc. Et ça m'amuse parce que les fans hardcore puristes de la franchise Star Trek l'ont démoli parce que ça ne respectait pas l'identité visuelle de Star Trek, c'est-à-dire que c'était une série qui, si vous voulez, pour un jeune public, destroy comme il faut, c'était dans le même moule visuel que le reboot d'Abrams, que les fans puristes n'aiment pas. Et pendant 3 saisons, c'était bashing sur bashing à dézinguer le truc, c'est que Star Trek Discovery, à leurs yeux, ça a tué la franchise Star Trek. Et ce qui me fait plaisir là, c'est que là, à partir de 2024, on va avoir droit à grosso modo, Star Trek Discovery aura donné naissance à 3 séries spin-off. Donc on est en 2024, Star Trek Discovery est fini, mais elle donne naissance à 3 spin-offs. Elle a relancé la machine pour de bon. Maintenant, il y a la Sega, franchise Star Trek, peut séduire, voire renouveler la fanbase, toucher un jeune public. Comme ce qu'a fait Smallville avec Superman.
pour moi, c'est comme ça que je vois. Star Trek section 31, pour te situer le truc, la section 31, c'est donc la division, l'espèce de police des polices de Star Trek. C'est-à-dire que Star Trek, avant tout, c'est la fédération. C'est l'organisation qui regroupe plusieurs peuples, civilisations. T'as les Vulcains avec Spock, t'as les humains avec Kirk, mais t'as d'autres civilisations aussi que l'on croise au détour des missions, et donc ça regroupe tout ça. La mission de 5 ans de Kirk, là je te parle de la première série, c'est de voyager au-delà pour rencontrer d'autres civilisations. Et Star Trek Discovery était censé donner un nouveau départ à ça. Présenter ce postulat-là, mais pour un jeune public. Et c'est donc faire table rase de la mythologie, et c'est ça que n'aiment pas particulièrement les fans puristes. Mais ça a ouvert la voie à Dead Spin-off parce que dans Star Trek Section 31, ça parle d'un truc, genre l'univers miroir. Il y a Star Trek Strange New World avec Pike, comme le capitaine Pike, qui est donc le premier capitaine de Star Trek, enfin le capitaine de l'Enterprise, qui est donc le vaisseau qu'on avait par Kirk. On entre dans une logique, c'est un gros morceau en fait, et je peux pas entrer dans les détails, sinon ce spoil, c'est un truc vachement intéressant, et ça t'embrouille l'esprit. Parce que c'est un gros truc, ça fera la 10e ou 11e, c'est Star Trek, c'est un gros truc. Je te conseille, comme point de départ, Star Trek Discovery, ça lance en fait les spin-offs actuels. Parfait. Alors... En tout cas, merci pour ces quelques mots, mon cher Cyborgien. Et donc, nous arrivons à la conclusion de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve la semaine prochaine concernant mon émission La Rafchan Info. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour être au courant de tout, aussi bien sur YouTube, sur différents réseaux et aussi sur Twitch, puisque voilà, mon émission est en direct sur Twitch. N'hésitez pas. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vos proches, mais surtout, prenez soin de vous. Bisous!